Alors, on va reprendre ce qu'on a commencé ce matin. Donc, on avait vu, la cinématique du solide, avec ce fameux champ de vitesse très important, VB égale VA plus oméga vectoriel AB. On reconnaît ici le champ de vitesse d'un corps en rotation pure, avec le vecteur rotation oméga, et ici, donc, la vitesse du point A. Et donc, si on connaît une vitesse et le vecteur rotation, on connaît tout le champ de vitesse. Bien. Et on avait commencé à voir la dynamique du corps, enfin des corps solides, avec le fait que les forces peuvent contribuer à faire déplacer le corps global, c'est-à-dire son centre de gravité, mais aussi à le faire tourner. Et donc, on avait défini le moment d'une force qui s'applique au point I, le moment de cette force calculé au point A, ou le moment par rapport à A. On a dit que c'était A, I, où I est le point d'application, vectoriel F. Donc, je ne rappelle pas comment on calcule le moment vectoriel, mais il faut être habitué à travailler avec les doigts. C'est le premier vecteur vectoriel, le second, ça donne le troisième pour la main droite. C'est une convention d'orientation, évidemment. Et cette convention est la même, enfin est cohérente avec la convention d'orienter un axe comme ça quand on tourne, quand les angles croisent, les angles autour de l'axe croisent dans ce sens-là. Donc, on visse et on dévisse. Donc c'est une convention, il faut bien en choisir une, c'est celle-là qui a été prise, et il faut simplement s'y tenir. Alors, OK, donc j'avais justifié pourquoi c'était cette forme-là qui correspond qui correspond bien à notre intuition de la capacité à faire tourner. Alors, cette définition s'avère effectivement importante pour étudier la dynamique des corps. Pour le voir, il faut encore introduire le moment cinétique. Donc ça, c'est le moment d'une force. Et ensuite, il y a le moment cinétique dont on a parlé très rapidement aussi ce matin, mais sans vraiment commenter ni son sens physique, ni son usage en dynamique. Donc, par définition, le moment cinétique, alors c'est pareil, il se calcule en un point, ou par rapport à un point. Donc, le moment cinétique d'un corps par rapport, on va commencer par un point matériel. Point matériel. C'est-à-dire un corps situé en M, avec la masse petit m. Donc en m tel que... Enfin, ouais, en m, ouais. Alors, par définition, le moment cinétique du point m calculé, enfin, du point matériel du corps, calculé au point A, par définition, c'est AM vectoriel la quantité de mouvement du corps. La quantité de mouvement, bien sûr, c'est juste mv. Et donc ça fait m AM vectoriel v. Alors, c'est une définition, mais ça a un sens physique qu'on peut décrire comme étant la quantité de rotation au même titre que, enfin disons par analogie si vous voulez, à la quantité de mouvement qui décrit en fait la quantité de translation. Ce qu'on appelle la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Il y a plus de mouvement si on va plus vite, et il y a plus de mouvement s'il y a plus de masse. Donc la quantité de mouvement P égale mv, et la quantité de rotation, c'est... Alors, mais ça dépend par rapport à quoi? Parce qu'on peut tourner plus ou moins vite par rapport à un point, ou moins par rapport à un autre. Par définition, c'est donc A, la quantité de rotation par rapport à A, c'est M
AM vectoriel V. Alors, pourquoi c'est intéressant d'introduire cette grandeur? Ben, on va le voir en déroulant les lois de Newton, en prenant le produit vectoriel AM vectoriel les lois de Newton. On va voir ce que ça donne. Alors, loi de Newton, M D de R, on va dire, je vais prendre un point haut, D2 de OM sur DT2 égale somme des forces. Bien. On a vu quand on a traité l'énergie que si on fait ça à scalaire dr, en une ligne, on obtient D de C égale F scalaire dr. D'accord? Voilà, théorème de l'énergie cinétique où DEC sur dt égale F scalaire dr sur dt, F scalaire V, c'est-à-dire la puissance. On va faire exactement, donc, le théorème de l'énergie cinétique, ce n'est rien d'autre que la loi de Newton scalaire dr. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la loi de Newton vectorielle R, ou R vectorielle la loi de Newton. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je fais... je fais R vectoriel ça, d'accord? Ça me donne donc M OM vectoriel d de V sur dt. D'accord? Ça, c'est dv sur dt, si vous préférez. Voilà. M OM vectoriel dv sur dt égale somme des OM vectoriel F. Tous les F étant, je suis toujours dans le cas d'un point matériel, les F s'appliquent au point M. OK? Eh bien, ça, en gros, c'est la dérivée de ça. Si vous calculez D de sigma O sur dt, ça vous donne D de M OM vectoriel V sur dt. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à, je vais sortir le M, ça fait D de OM sur dt vectoriel V plus OM vectoriel dv sur dt. Vous savez quoi? Je vais même le calculer au point A. Non, allez, je reste avec O. Je vais pas, vous avez déjà commencé à écrire, je pense, donc ce n'est pas la peine. De perturber. Donc, je calcule la dérivée du moment cinétique du point par rapport à O, par rapport au temps. La dérivée par rapport au temps. Donc, ça fait ça, 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 OK? Et DOM sur dt, c'est V. Mais V vectoriel V, c'est 0, bien sûr. D'accord? L'angle entre les deux, c'est 0. Et donc, le sinus vaut 0. Deux vecteurs collinéaires ont un produit vectoriel nul. Et par conséquent, en fait, la dérivée de sigma O, la dérivée de sigma O par rapport au temps, c'est M, OM, ben en fait, c'est ça. Et donc, c'est la somme des OM vectoriel F. Et ça, par définition, c'est la somme des moments des forces qui s'appliquent au point M. Moment par rapport à O. Donc, D de sigma O par rapport au temps, c'est égal à somme des moments calculés au point O de toutes les forces qui s'appliquent sur le corps, sur le point M. Et ça s'appelle le théorème du moment cinétique. Donc exactement comme on l'a vu pour l'énergie, le théorème de l'énergie cinétique, ce n'est rien d'autre que la loi de Newton scalaire dr. Eh bien, le théorème du moment cinétique, ce n'est rien d'autre que la loi de Newton vectorielle R.
ou R vectoriel à la loi de Newton. Enfin, c'est vrai, si je prends l'opposé de tout ça, c'est vrai encore. Donc ce n'est pas quelque chose en plus. Le théorème du moment cinétique ne vient pas rajouter des lois à la physique, il n'y a qu'une seule loi, la relation fondamentale de la dynamique, et elle implique en particulier la conservation de l'énergie, enfin, le théorème de l'énergie cinétique, conservation si c'est des forces conservatives, ce qui est toujours le cas à l'échelle microscopique, et ça implique par ailleurs le théorème du moment cinétique qui dit donc comment varie la quantité de rotation sous l'effet d'une force. Et donc, si on met en regard l'équation de Newton standard, dp sur dt égale somme sur toutes les forces de F, on voit que les forces, c'est ce qui induit un changement de quantité de mouvement, et que les moments, c'est ce qui induit un changement de moment cinétique, c'est-à-dire un changement de quantité de rotation. Là, on a la quantité de translation, si vous voulez, ce qu'on appelle quantité de mouvement, et c'est la somme des forces qui fait varier P, et là, la somme des moments des forces fait varier le moment cinétique, mais attention, ça c'est le point capital, c'est le même point ici et là. La manière dont change la quantité de rotation autour d'un certain point, c'est égal à la somme des moments par rapport à ce point-là. Alors, il y a une autre chose absolument capitale à noter qui est cachée dans ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai voulu remettre A, mais c'est bien qu'on le fasse en deux temps. C'est que ceci est vrai si O est fixe. Alors, quand on l'appelle O, en général, on appelle O l'origine d'un repère dans un certain référentiel. Donc, dans ce référentiel, par définition, le point O est fixe. Pas dans un autre, mais on travaille dans un référentiel. Si vous calculez le moment cinétique par rapport à un point fixe dans ce référentiel, eh bien, et puis les moments des forces par rapport au même point fixe du référentiel, vous avez le théorème du moment cinétique. Alors, pourquoi c'est important qu'il s'agisse d'un point fixe? Eh bien, parce que quand j'ai écrit d de OM sur dt égale V, en réalité, si O n'est pas fixe, d de OM sur dt, ce n'est pas V, c'est V moins VO. Alors, si vous voulez, je vais le calculer maintenant par rapport à un point A. d de sigma A sur dt égale d de m AM vectoriel V sur dt. D'accord? Le moment cinétique par rapport à A, c'est AM vectoriel la quantité de mouvement. Et donc ça fait m d de AM sur dt vectoriel V plus MAM vectoriel dV sur dt. Or, d de AM sur dt, si vous voulez, c'est d de AO plus OA sur dt, plus OM sur dt. Ça, là. Et donc, c'est moins d de OA sur dt. Donc ça, d de AM sur dt, vous voyez que c'est VM moins VA. M, V, ce que j'appelle V, c'est la vitesse du point M dont je parle. Donc voilà, je peux écrire ça. C'est V moins VA, vectoriel V, plus MAM, vectoriel dV sur dt. Et donc, V vectoriel V, ça fait toujours 0. Mais là, il y a un terme en plus, VA vectoriel V, avec un signe moins. Donc ça fait... Alors, MAM dV sur dt, c'est toujours la somme des forces. Enfin, la somme des moments des forces, pardon. Moment calculé au point A, maintenant. Oui, non, c'est ça. Oui, ça fait M dV sur dt, c'est la somme des forces. Donc AM vectoriel dV sur dt, c'est la somme des moments. Ce terme-là fait 0 et il reste un terme en plus, moins M VA vectoriel V.
Donc je vais me remettre là. Donc le vrai théorème du moment cinétique complet, c'est que d de sigma A sur dt est égal à somme des moments en A des forces moins MVA vectoriel V. C'est ça le théorème du moment cinétique complet. Alors, ce n'est pas la peine de l'apprendre sous cette forme. Par contre, c'est capital de réaliser que ça ne s'écrit sous la forme habituelle que si VA vaut 0. Ou bien si VA, en tout cas, si VA est parallèle à V, pour être complètement général. Par exemple, si vous calculez le moment cinétique du corps par rapport à lui-même, ça vaut 0, évidemment, et il reste égal à 0. Mais ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Au CAPES, si on a un exercice comme ça à faire, on écrit la forme générale et on simplifie? Non, 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 vous pouvez dire ça, mais n'oubliez pas de dire que vous l'appliquez en un point fixe. Alors parfois ça tombe sous le sens, mais c'est toujours bien de le dire. Le théorème du moment cinétique, c'est que la dérivée du moment cinétique par rapport à un point fixe est égale à la somme des moments par rapport à ce point. Donc ça, je l'ai encadré, et je ne devrais pas, parce qu'on ne l'utilise jamais en fait. On calcule, enfin, on applique le théorème du moment cinétique par rapport à un point qui ne bouge pas. Mais on est parfois tenté, suivant le problème, on peut être tenté d'appliquer le théorème du moment cinétique par rapport à un point qui est en train de bouger, et ça, c'est très très mal. Oui, il faut se méfier, parce que se mettre dans un référentiel où un point est fixe, c'est bien gentil, mais il faut faire attention que ça n'introduit pas des forces d'inertie. Or, si le point a une vitesse qui n'est pas constante au cours du temps, c'est-à-dire qu'il a une accélération, alors il y a des forces d'inertie. Donc on ne peut pas toujours se mettre dans un référentiel qui nous arrange. Ou alors, il faut rajouter des forces d'inertie, et ça peut être bien plus compliqué que simplement changer de point d'application du théorème. Alors, il y a une exception, quand on a affaire à un système de points matériels, et en particulier à un corps solide, c'est que, donc, on peut toujours appliquer ça sur un point fixe, mais on peut aussi l'appliquer au point G. Le point G, particulièrement, a cette propriété additionnelle par rapport à tout ce qu'on a vu, qu'on peut lui appliquer le théorème du moment cinétique sous sa forme standard, même s'il bouge. Alors, voyons ça. Donc ça, c'était pour un point matériel. Maintenant, pour n points matériels, eh bien, on va avoir un sigma total, un moment cinétique total, par rapport à un certain point A. Là, maintenant, je le fais dans le cas général, qui vaut eh bien, la somme des moments cinétiques individuels de chacun des constituants. Donc, ça va être la somme des MI à grand MI, là, le point MI, ça c'est la masse, bien sûr, vectoriel VI, la vitesse du corps en question. OK? Si vous préférez, je peux mettre le MI là, mais il peut se balader. C'est OM vectoriel la quantité de mouvement. Vous préférez comme ça? Peut-être. C'est peut-être mieux pour commencer. OK? Donc ça, c'est le moment cinétique total. Je vais calculer sa dérivée par rapport au temps. D de sigma A total sur dt égale, eh bien, je dérive une somme de produits, donc c'est la somme des dérivés des produits, et sur produit, j'applique la règle de Leibniz, comme on l'a fait avant. Donc ça fait somme sur I de D de AMI sur dt. Alors le MI, je vais le sortir maintenant. MI vectoriel VI plus
somme sur I des AMI, toujours avec un M, je vais laisser, pardon, des AMI vectoriels D de MIVI sur DT. OK? Bien, je continue à dérouler. Donc, ça, D de AMI sur DT, c'est VMI moins VA. Je ne suppose pas que A est fixe. Après, on verra ce qui se passe quand A est fixe. Donc ça fait somme sur I des VI moins VA avec le MI devant vectoriel VI plus somme sur I des AMI que vaut D de MI VI sur DT. Le dérivé de la quantité de mouvement, c'est la force. C'est la somme des forces vectorielle, la somme des forces qui s'applique sur MI. OK. Et on continue. VI vectoriel VI, ça fait 0. V1 vectoriel VI, ça fait ce que ça fait. Donc j'ai finalement ici D de sigma A sur DT, D de sigma A total sur DT, qui est égal à somme sur I des AMI vectoriel somme des forces sur I. C'est somme de tout ça. Plus 0, moins VA vectoriel somme sur I DMI VI. Yes? Et somme sur I DMI VI, moi je vous laisse écrire ça, vous êtes un tout petit peu en retard. Alors, somme sur I des MIVI, c'est la somme de toutes les quantités de mouvement au sein du système. Et donc, c'est grand MVG. C'est la quantité de mouvement totale dont on a déjà vu que c'était grand MVG. En fait. D'accord? Par définition du point G, le point G est défini comme ceci. MI RI, enfin OMI. Et donc, si on dérive ça, on voit que grand M V du point G, c'est bien la somme des MI VI. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est la somme des moments qui s'appliquent en I. Des moments calculés au point A de toutes les forces qui s'appliquent sur le point I. Et donc ça, c'est la somme de tous les moments, de toutes les forces qui s'appliquent en chaque point. Donc c'est la somme sur tous les points des moments de toutes les forces qui s'appliquent sur, sur chacun de ces points. Finalement, D de sigma A total sur DT égale somme sur I de somme sur toutes les forces et tous les points des moments en A de toutes ces forces. Moins VA vectoriel MVG. Alors, maintenant, on voit très bien sous cette forme que si le point A est fixe, ça s'en va. Si le point A n'est pas fixe, mais que le point A est le point G, c'est-à-dire si on calcule la dérivée du moment cinétique par rapport à G, ça va donner la somme des moments des forces par rapport à G, moins VG vectoriel MVG. Ça fait 0. Donc si VA est en fait
VG, où il suffit en fait que VA soit parallèle à VG, pour être complètement général. Enfin, il faut que, si le produit vectoriel VA vectoriel VG égale 0, alors on a la forme standard du moment cinétique. La seule que vous devez connaître, ça se retrouve, hein, mais jamais on va vous demander ce terme-là. Ce terme-là, il ne sert à rien en fait. Il sert juste à vous montrer que vous n'avez pas intérêt à l'appliquer à un point qui ne bouge pas, sinon il faut le prendre en compte. Donc, appliquez-le à un point qui ne bouge pas. J'ai dit un point qui ne bouge pas, je voulais dire, vous n'avez pas intérêt à l'appliquer à un point qui bouge. Donc, vous l'appliquez à un point qui ne bouge pas, ou bien au point G, parce que des fois, le point G bouge. Et parfois, il bouge d'une façon qui n'est pas uniforme. Donc, ce n'est pas juste, on se met dans le référentiel du point G et du coup, il ne bouge plus. Non, parce que ce référentiel du point G, il peut parfaitement ne pas être galiléen s'il y a des forces extérieures. Mais néanmoins, même si le point G est en mouvement accéléré, donc le référentiel du centre de masse n'est pas galiléen, néanmoins, vous pouvez appliquer le théorème du moment cinétique au point G, parce que ce terme-là, VG vectoriel VG, ça fait 0, et donc vous avez... Alors, je vais le résumer finalement ici. Résumé, conclusion, je ne sais pas, conclusion. Si A est fixe, évidemment, dans le référentiel où vous travaillez, sinon ça ne veut rien dire. Vous êtes dans un référentiel, il y a des points fixes. Si A est fixe ou si A égale G, alors D de sigma au point A sur dt, et c'est le sigma total de tout le corps, même que vous ayez 1 milliard, 2 milliards de particules, ou juste une seule, ou juste 3, c'est égal à somme sur toutes les forces et tous les points de tous les moments calculés au point A. Et ça, c'est le théorème du moment cinétique général, c'est-à-dire pas juste sur un point matériel, mais sur l'ensemble du système d'autant de points matériels que vous voulez. Donc n'oubliez pas, dans ce théorème, cette partie-là est importante. Il faut que A soit fixe ou bien que ce soit le point G. Et alors on a ça. Et vous voyez qu'il se passe la même chose que ce qu'on avait vu avec la loi de Newton, la relation fondamentale de la dynamique. La loi qui s'applique pour l'ensemble du corps est la même que celle qui s'applique pour un point matériel. De même qu'on avait vu que le dp sur dt égale somme des forces pour un point matériel devient, quand on considère le système global, d de p total sur dt égale somme des forces totales. Et bien de même, le d sigma sur dt égale somme des moments pour un point matériel devient d sigma total égale somme des moments totaux pour l'ensemble des points du corps. Donc la loi qui s'applique au corps solide ou à n'importe quel ensemble de corps, quel qu'il soit, est la même que la loi qui s'applique à chaque point matériel individuel. Il faut juste faire la somme de tous les moments cinétiques et la somme de tous les moments qui sont à prendre en compte dans le système. Seule condition, le point A doit être fixe ou alors ça doit être le point G. OK ? Voilà, et donc on a une quantité de rotation dont la dérivée par rapport au temps est égale à la somme du pouvoir rotateur des forces, si on peut dire, équivalent de dp sur dt égale somme des forces. Donc ça, c'est un pouvoir translateur des forces, et ça, c'est la quantité de translation, si on veut. Okay, donc il y a une analogie. Et on verra... Est-ce que je le fais tout de suite? On introduit les moments d'inertie, peut-être pas tout de suite. Ouais, si? Allez, alors, donc ça, c'est vrai pour n'importe quel système de points matériels. Maintenant, on va parler d'un solide. Quand on a un solide, le point clé, c'est que quand on calcule le moment cinétique, c'est-à-dire... je vais le réécrire là. Donc pour un solide indéformable, quand je dis solide, ça veut dire indéformable. Calculons le moment par rapport à A total pour le solide, c'est-à-dire la somme pour chaque point du solide des
AMI vectoriel MI-VI. Quand on fait cette somme, quand on a affaire à un solide, le point clé, c'est que tous les VI ne sont pas n'importe quoi. Il y a un champ de vitesse qui est très contraint, comme on l'a vu ce matin. Ah, on aurait peut-être pu faire Varignon avant. Bon, tant pis, on fera dans la foulée. Ouais, on fera dans la foulée. Ok, donc on a dit que le champ de vitesse était contraint. Alors, je vais prendre... On va déjà l'écrire dans le cas complètement général. Est-ce que je prends quand même sur un point fixe du solide? Ok, on a vu ce matin qu'il y a forcément un axe instantané de rotation, puisque le mouvement d'un corps solide, à chaque instant, c'est une rotation ou une translation ou une rotation associée à une translation le long de cet axe-là. Donc il y a toujours un axe instantané de rotation. Je prends un point, donc soit O, un point sur l'axe instantané de rotation. D'accord. Alors, sigma... Je vais calculer sigma par rapport à un point haut. Après je changerai de point. Il y a une relation très simple pour passer du sigma par rapport à un point à un sigma par rapport à un autre point. Donc, sigma O total, hein, toujours de l'ensemble du système, c'est donc sigma sur I des OMI plus MI-VI, c'est-à-dire V de MI. Enfin, je l'appelle VI, je le laisse VI. Et vectoriel, pardon. Pourquoi j'ai dit plus? Des bits. Donc ça, c'est somme sur I des MI OMI vectoriel. Et là, je vais introduire le fait que le champ de vitesse, ce n'est pas n'importe quoi. Et que VI, en fait, c'est VO plus oméga vectoriel OI. OMI. D'accord avec ça? On l'a revu ce matin, la vitesse d'un point B, c'est la vitesse du point A plus oméga vectoriel AB. Donc voilà. Je vais effacer ça. OK. Eh bien, je vais développer, quoi. Ça fait somme sur I des MI OMI vectoriel, le même V0 pour tout le monde, donc je peux mettre en facteur, enfin VO, la vitesse du point haut. Plus somme sur I des MI OMI vectoriel oméga vectoriel OMI. Et là, je vais faire un dessin, parce que ça va devenir abstrait. Voilà un corps qui tourne autour d'un axe, avec un certain oméga. En tout cas, à l'instant T, voilà ce qu'il en est. J'ai un point O sur l'axe. Alors, il se peut que le solide glisse le long de l'axe, mais de toute façon, on va voir que ce glissement ne correspond à aucune rotation. On ne va pas changer le moment cinétique. Le moment cinétique, c'est vraiment la quantité de rotation. Si en plus vous vous translatez, ça ne va pas changer la quantité de rotation. Ça ne va pas changer le moment cinétique, mais on va le voir explicitement.
Enfin, par rapport à un point de l'axe, par rapport à un autre point, ce sera constant, donc on va voir, ce n'est pas un problème. Donc on a ce premier terme-là. Alors, somme des MI, OMI, ça, vous êtes d'accord qu'en fait, c'est grand M au G. La définition du centre de masse. OK. Bon, qu'à cela ne tienne. Donc c'est un terme qu'on va trimballer, mais qui est pas gênant en soi. Il est ce qu'il est, donc je vais le laisser. Donc, enfin, je vais le mettre à part. Je vais calculer ce point-là, je rajouterai l'autre après, je ne vais pas le réécrire à chaque ligne. Donc je voudrais montrer ce que ça donne là. Alors vous avez un point MI ici, et on va introduire HI, son projeté orthogonal sur l'axe. Okay. Et je vais appeler petit ri la distance du point à l'axe. Ouais. Et je vais transformer ça. Donc je prends la somme des MI, OMI, et je vais introduire là petit h, I. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Là, je vais introduire HI, et là, je vais introduire HI. Bon, je vais d'abord l'introduire là. Donc, oméga vectoriel OHI plus HIMI. Mais oméga vectoriel OHI, ça fait 0. Puisque OHI est suivant l'axe. Donc le vecteur OHI, il est parallèle au vecteur oméga. Ouais. Donc ça, en fait, c'est égal à somme sur I des MI, OMI vectoriel, oméga vectoriel HIMI. Yes. Et oméga vectoriel HIMI, eh bien, il est suivant Uθ. Si j'oriente θ comme ça, Uθ est comme ceci. Hein, c'est oméga vectoriel le rayon, ça donne le Uθ. Et ça a pour norme oméga fois RI, et c'est suivant Uθ. Ouais. Ça va pour tout le monde? Oméga vectoriel HIMI, ça fait oméga RI Uθ. Très bien. Et maintenant, alors je vais introduire à nouveau HI là-dedans. OK. Somme sur I des MI OHI vectoriel oméga RI Uθ, ça c'est le premier terme, plus somme sur I des MI HIMI vectoriel oméga RI Uθ. J'ai dit que ça, c'était OHI plus HIMI. C'est un peu calculatoire, hein, je suis désolé, mais vous pourrez reprendre ça à tête reposée si vous voulez. Ce qui compte, ça va être le résultat. Mais il faut voir une fois comment ça se passe. Et donc là, on a OHI vectoriel oméga RI Uθ. Ça fait... C'est un truc qui est dirigé suivant... Alors, OHI vectoriel Uθ, ça fait moins UR. OHI vectoriel Uθ, ça fait moins UR. Yes? Donc ça fait somme sur I des MI MI oméga RI
Je vais appeler ça ZI, la position de H ici, là. Donc je prends implicitement des coordonnées cylindriques avec Z au-dessus de O, suivant UR avec un sigmoïde. En fait, ce terme, je vous le dis tout de suite, je m'en fiche parce qu'il va être justement pas dirigé suivant l'axe. Donc je m'en fiche. Je vais prendre après que la composante suivant l'axe. Mais en tout cas, on sait le calculer, ça vaut ça, très bien. Plus, alors c'est ça le point important, vous avez ici HIMI, vectoriel Uθ, et ça me donne un vecteur dirigé dans le même sens qu'oméga, suivant UZ, vers le haut. Okay. Z étant l'axe en l'occurrence. Donc plus somme sur I des MI, norme de lui fois norme de lui, fois le sinus de l'angle, mais ils sont orthogonaux. Donc juste norme de lui fois norme de lui. Donc RI fois oméga RI. Donc RI carré fois oméga. Et ça, c'est suivant UZ. Bon, ben c'est fini. Parce que maintenant, je vais simplement dire que donc sigma O total c'est, alors je vais le récupérer le premier morceau, c'est MOG vectoriel VO, ok, moins somme sur I des MI oméga RI ZI UR, ok, plus I oméga UZ, j'ai presque envie de l'appeler tout de suite U delta, enfin non, je vais encore l'appeler UZ, à condition d'appeler I somme sur I des MI et RI. D'accord? Vous voyez que ça, je le mets en facteur, puisque c'est le même oméga, le même UZ à chaque fois. Donc, avec I égale somme sur I des MI RI carré. Alors ça, c'est la définition du moment d'inertie. Par rapport à l'axe instantané de rotation ici, à l'axe delta, à l'axe OZ. Peut-être qu'on l'a défini là. Et le point clé, c'est que ça, c'est un truc qui est orthogonal à l'axe UZ, puisque V0, soit le point O, carrément, il est sur l'axe, il ne se déplace pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de glissement du corps le long de l'axe, auquel cas ce produit vectoriel est 0 parce que V0 vaut 0. Soit il vaut 0 parce que le point G est aussi sur l'axe. Et donc même s'il se déplace, on a VG. Si VG est sur l'axe, il se déplace, ces deux vecteurs sont collinéaires et ça vaut encore 0. C'est le cas en particulier à chaque fois que vous avez un corps qui est symétrique par rapport à un axe, le point G, il est sur l'axe. Quel cas, ce truc, il dégage. Soit, c'est pas 0, mais de toute façon, c'est orthogonal à l'axe, puisque V0 est le long de l'axe. Donc ça, de toute façon, c'est orthogonal à l'axe de rotation. Ça, c'est explicitement orthogonal à l'axe de rotation, puisque c'est dirigé suivant UR. Donc c'est le vecteur qui... Enfin, c'est une somme de vecteurs qui sont dirigés suivant UR. Donc ils sont tous dans le plan orthogonal à l'axe. Et leur somme peut faire 0 si le corps est symétrique, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc d'un côté, il y a le même de l'autre, donc la somme va faire 0. Mais même si le corps n'est pas symétrique, ce truc-là n'est peut-être pas forcément nul, mais par contre, c'est orthogonal à l'axe. Moralité, sigma O total, c'est I et oméga fois UZ, c'est le vecteur oméga. C'est le vecteur rotation. Donc, sigma total,
pour un solide en rotation, enfin pour un solide qui fait n'importe quoi, à chaque instant, il a un vecteur instantané de rotation, eh bien, le moment cinétique par rapport à un point de l'axe quelconque, en l'occurrence, c'est I oméga plus un truc qui est orthogonal à l'axe. Je vais l'appeler sigma O orthogonal juste pour rappeler qu'il est orthogonal à l'axe. Et on a vu que ça, c'est en fait égal à 0 si le corps est symétrique par rapport à l'axe. Ce qui sera souvent le cas quand on fera des exercices. On a des cylindres, on a des barres. En général, on essaye de prendre un corps qui a un peu de symétrie. Mais si on n'a pas, il n'y a aucun problème, hein, si le corps est symétrique par rapport à delta. Donc vous voyez ce que j'ai fait. Bon, j'ai effacé un bout là, mais j'ai simplement écrit la définition. Le moment cinétique total, c'est la somme des moments cinétiques de chaque corps individuel. Et j'ai implémenté le fait que la vitesse des différents points, ce n'est pas n'importe quoi. Ça obéit au champ de vitesse, au torseur des vitesses qu'on a vu ce matin. Et donc, il suffit de l'écrire. On rampe. Et puis après, bon, il y a des petites manips ici, pouf, pouf. Et on obtient que sigma O, c'est I oméga plus un truc qui est orthogonal à l'axe. Et c'est tout ce dont on aura besoin, en fait, parce qu'on va pouvoir utiliser le théorème du moment cinétique en projection sur l'axe. On a toujours d de sigma O sur dt, sigma O total, qui est égal à la somme des moments des forces en haut. Voilà. Donc, par exemple, si on a une rotation autour d'un axe fixe, le point haut, du coup, enfin, il pourrait être en translation, mais on a vu que s'il était en translation, ce terme-là faisait 0 aussi. C'est pas un problème en soi, puisque V0 vaut 0. Donc, d de sigma O sur dt est égal, puis la translation ne change pas la rotation, bien sûr, d de sigma O sur dt, c'est égal à la somme des moments des forces, vectorielle ici, calculée au point O. Eh bien, si je fais tout ça scalaire U delta, ici UZ, donc je projette sur l'axe de rotation, je vais obtenir ce qu'on appelle sigma indice delta, qui est le moment cinétique par rapport à un axe. Oui. Là? Oui, là c'est le orthogonal. C'est-à-dire, il y a I oméga plus des trucs qui sont orthogonaux à oméga. Ces trucs orthogonaux à oméga, quand le corps est bien sympathique, c'est-à-dire qu'il est symétrique par rapport à l'axe, ça fait 0. Mais peu importe, parce que bien souvent vous allez avoir des problèmes où vous avez une rotation autour d'un axe fixe, ou en tout cas un axe qui reste parallèle à lui-même. Hein, comme dans le cas du yo-yo, je ne sais pas si vous avez commencé à voir cet exercice, le yo-yo, ça tourne autour d'un axe qui n'est pas fixe, mais qui reste parallèle à lui-même. Donc, je peux toujours projeter sur l'axe, tout ce qui est orthogonal à l'axe, va dégager. Et la projection sur l'axe sera toujours la même, puisque scalaire U delta ne change pas, même si l'axe lui-même physiquement change, mais il ne change pas de direction. Donc ce sera l'essentiel des cas que vous rencontrerez. Sinon, il faut des matrices d'inertie pour tourner dans toutes les directions, mais je ne crois vraiment pas que ce soit au programme, ou en tout cas, même si ça l'est, je ne pense pas qu'on vous interroge sur ces subtilités. Sinon, il n'y a pas de difficulté. Il faut juste savoir que si le corps n'est pas symétrique par rapport à l'axe, alors il y a des composantes du moment cinétique qui sont hors de l'axe. Ouais. Pourquoi la partie OG vecteur, oui, là, pourquoi c'est toujours perpendiculaire? Parce que VO, O est un point de l'axe, et donc on est forcément en translation le long de l'axe. Donc, un truc vectoriel, un vecteur, c'est orthogonal à ce vecteur. Donc ça, c'est parallèle à U delta.
Et donc ça, c'est orthogonal à U delta. D'accord ? Donc la seule composante parallèle à U delta, enfin UZ ici, delta c'est l'axe Z, c'est celle-là. Dans tous les cas. Quel que soit le corps, quelle que soit sa forme, quel que soit son mouvement, vous avez toujours I oméga plus un truc orthogonal. Donc du coup, si on prend le produit scalaire avec U delta, les trucs orthogonaux, ça fait 0. Et donc il reste cette version du théorème du moment cinétique, qui est en fait probablement celle que vous aurez le plus souvent à utiliser, qui est le théorème du moment cinétique en projection sur un axe. Où sigma delta est défini comme étant sigma O scalaire U delta et M, donc le moment par rapport à delta, c'est défini comme étant le moment par rapport à O scalaire U delta. Donc ça, c'est un vecteur, ça, c'est un vecteur, et ça, c'est un scalaire, et ça, c'est un scalaire. C'est la projection des vecteurs correspondants sur l'axe. Donc maintenant, c'est juste un nombre. Alors, qui peut être positif ou négatif, suivant qu'on tourne dans un sens ou que la force ait un moment qui fait tourner dans un sens ou dans l'autre, qui tend à faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est un scalaire. Et donc, le théorème du moment cinétique complet, qui est celui-là, peut se projeter sur un axe de façon très simple. Donc là, vous n'avez plus qu'une seule équation. Et le point clé, c'est que ce sigma delta, c'est I oméga. D'accord ? Puisque sigma delta... on a sigma delta, on a dit que c'était sigma O scalaire U delta. Et ça, c'est I oméga, tout simplement. Puisque c'est I oméga fois U delta scalaire U delta, donc I oméga, plus un truc orthogonal scalaire U delta, donc 0. Oui ? Oui, on va voir ça. Donc sigma delta, c'est I oméga. J'aurais pu l'écrire là, en fait. Bon. Alors, je suis obligé de mettre aussi peut-être un petit delta par rapport à I, parce que ça, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe, à cet axe-là. On peut calculer un moment d'inertie par rapport à un autre axe, il n'y a aucun souci. Et ce ne sera pas la même valeur, puisque le moment d'inertie, c'est justement la somme des MI RI carré, où RI est la distance à l'axe, à cet axe, pas à un autre. Donc ce moment d'inertie dépend de l'axe que l'on choisit. Mais une fois qu'on l'a fait, on a ça. Et donc, si le corps est indéformable, évidemment, le moment d'inertie ne varie pas. Et donc, je peux continuer à réécrire le théorème du moment cinétique comme I delta d de oméga sur dt égale somme des moments des forces en projection sur l'axe delta. Et là, c'est bien toutes les forces qui s'appliquent sur tous les points du système, si jamais il y en a. Et alors, cette équation justifie pleinement l'appellation moment d'inertie. Donc moment, parce que tout ce qui est lié à la rotation appelle ça moment. Moment cinétique, moment d'une force, moment d'inertie. Bon, pour des raisons historiques, ça ne me paraît pas forcément génial, mais bon, c'est comme ça. Et inertie, parce que c'est un paramètre d'inertie au même titre que le paramètre masse
pour la loi de Newton standard. Ceci est l'équivalent de m dv sur dt égale somme des forces. Vous avez un paramètre d'inertie fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui vaut la somme des forces. Ici, vous avez le paramètre d'inertie, c'est-à-dire ce qui va résister à la variation de ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est la vitesse. Là, c'est la vitesse angulaire. Et là, ce n'est pas la somme des forces, c'est la somme des moments des forces. Donc ça, c'est la version rotation de ce truc-là. La masse fois la dérivée de la vitesse est égale à la somme des forces. L'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire est égale à la somme des moments des forces. Pouvoir rotatoire, rotateur, rotationnel, je sais pas, pouvoir de rotation des forces, pouvoir de translation, en quelque sorte. Quand vous avez un point matériel, il peut juste se translater. Et là, vous avez l'inertie, la résistance à la variation de la vitesse, et là, vous avez l'inertie, la résistance à la variation de la rotation, à la variation de la vitesse angulaire. C'est bien une vitesse angulaire, ce n'est pas les mêmes dimensions, hein, mais... Et là, c'est bien un paramètre d'inertie, et là aussi, c'est exactement la même structure. Mais c'est normal, puisqu'on a dérivé ça de ça. Hein. On est parti de la loi Newton, on a juste fait vectoriel R, enfin vectoriel OM, on a fait la somme sur tous les éléments du corps. Par chance, quand on fait la somme, ça reste la même loi, donc très bien. Et on a obtenu ça. Donc encore une fois, ça, c'est pas autre chose que ça, mais l'avantage, c'est que ça résume cette loi-là sur tous les points de tous les constituants du corps. Parce qu'on a implémenté déjà qu'ils étaient tous tenus rigidement. Donc ce n'est pas la peine de résoudre le mouvement de chaque point individuel. Si vous avez un vecteur vitesse et un vecteur rotation, vous vous rappelez que vous avez tout le champ de vitesse. Donc il faut utiliser au maximum le fait que votre solide est solide et que les vitesses ne sont pas indépendantes. C'est ce qu'on a fait quand on a calculé le moment cinétique total dans la somme des MI, OMI vectoriel VI. On a dit que VI, ça obéissait au champ de vitesse qu'on a déterminé ce matin. Et du coup, après disons un tableau de calcul, une colonne de tableaux de calcul, on tombe sur cette loi-là. Donc ça, c'est évidemment quelque chose à connaître et à comprendre. Il faut vraiment comprendre que ce moment d'inertie, c'est vraiment un paramètre d'inertie au sens où plus il est grand, plus il faut mettre des moments des forces pour entraîner un changement de vitesse angulaire. Oui. Alors, c'est lié à la répartition de masse. Le moment d'inertie est d'autant plus grand que les masses sont loin de l'axe. Si toutes les masses sont sur l'axe, tous les RI ici valent 0 et il n'y a pas d'inertie. Et évidemment, ce n'est pas très compliqué de faire tourner un corps qui est entièrement concentré sur l'axe, puisqu'il n'y a rien à faire, en fait. C'est ce que vous disiez ce matin. Un point qui est sur l'axe, il ne bouge pas du tout. Donc, tourner, ça ne veut même rien dire. En revanche, plus une masse se trouve loin de l'axe, si l'axe... prenons mon corps. Si j'étends les bras, par exemple, j'ai un moment d'inertie qui est plus grand, par rapport à l'axe, mettons, central, l'axe de symétrie de mon corps. Mon moment d'inertie est plus grand que si je fais ça. Parce que si vous voulez me faire tourner quand j'ai les bras comme ça, vous allez devoir avoir un moment, fournir un moment des forces supérieur à si je suis comme ça. Parce que pour tourner là, pour une même vitesse angulaire, si vous voulez, la vitesse de mon point va être plus rapide que s'il est là. Ah oui, vous l'avez ça. Voilà, si vous tournez et que vous rapprochez les bras, vous vous mettez à tourner plus vite, parce que le moment cinétique se conserve. Et ce qui a changé, c'est le moment d'inertie. Donc le moment cinétique, le voilà, c'est ça, par rapport à l'axe en question, c'est I fois oméga. Si vous changez I, ça va changer oméga dans le sens opposé. Si sigma se conserve. Et quand est-ce que sigma se conserve? C'est donné par ça. Si la somme des moments par rapport à l'axe est nulle, alors, c'est là, si la somme des moments est nulle, alors le moment cinétique se conserve. Donc c'est exactement comme pour la translation, si on veut.
Si la somme des forces est nulle, la quantité de mouvement se conserve. Eh bien, si la somme des moments est nulle, la quantité de rotation se conserve. Même si la somme des forces n'est pas nulle. La somme des forces n'est pas nulle, ça va faire changer la quantité de mouvement. Mais si la somme des moments est nulle, vous ne pourrez pas changer le moment cinétique. Donc, le moment cinétique réagit au moment des forces de la même façon que la quantité de mouvement réagit aux forces. Et à chaque fois, c'est la somme vectorielle. Alors ici, c'est la somme vectorielle projetée sur l'axe, donc ça devient une somme de scalaire, mais le principe est le même. Ouais. Le moment cinétique, pas le moment de quantité de mouvement. Moi, j'appellerais ça quantité de rotation, si c'était moi. Si on devait redéfinir les... Parce que c'est on dit quantité de mouvement pour MV, et j'appellerais ça quantité de rotation pour I oméga, pour sigma. Mais vous proposiez moment... Non. De quantité de mouvement, comme on dit moment d'une force. Oui, bah, je suis d'accord. Ça pourrait s'appeler moment de la quantité de mouvement. Ouais. La quantité de mouvement, c'est le vecteur cinétique. Enfin, oui, oui. Bon, c'est des héritages historiques. Hein. Et justement, vous les connaissez, ces héritages? C'est-à-dire... Pourquoi ça s'appelle moment? Ah, moment. Pourquoi moment? Alors, j'ai cherché à savoir un jour. Et j'ai trouvé... Alors, l'origine, moment, c'est la même... C'est la racine de mouvement. Enfin, ça veut dire mouvement. Donc, c'est lié à un mouvement. Mais pourquoi, quand on prend le produit vectoriel, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas. J'ai vraiment cherché à un moment. Oui, à un moment. C'est le cas de le dire. J'ai vraiment cherché et j'ai pas trouvé, disons, enfin, j'ai vraiment cherché, j'ai pas épluché toutes les bibliothèques, mais je veux dire, j'ai pas trouvé un endroit où ils expliquaient historiquement pourquoi on appelle ça moment. Je sais pas trop. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs, hein, parce que, mais bon. By the way, si vous lisez la littérature anglaise, ce que je vous recommande, by the way, du coup, je switch to English, le moment cinétique ne s'appelle pas du tout moment cinétique. Il s'appelle moment angulaire, angular momentum. Ce qui est bien plus... Enfin, ça a plus de sens. C'est un moment angulaire. D'accord? Enfin, au moins, on voit que c'est lié à une rotation, quoi. Donc, c'est bien mieux. D'ailleurs, on dit du coup... Enfin, vous savez que dans la recherche, on parle toujours... Enfin, tout se fait en anglais, donc... Petit à petit, ça diffuse dans la langue française et on a tendance à dire aussi moment angulaire. Hein. Quand on parle entre chercheurs, on parle de moment angulaire, même en français. Voilà. Moment cinétique, ça veut tellement rien dire, effectivement. Mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle en français, donc jusqu'à ce qu'on switch to angular momentum. Voilà. OK. Bon, je ne sais pas si on a fait le tour. Enfin, on n'a jamais fait le tour, mais il faut aussi qu'on fasse des exos. Il y a quand même un point qu'il faut que je donne, c'est les relations de Varignon. Parce que ça, donc, on a vu le moment par rapport à un point, le moment cinétique par rapport à un point, le moment d'une force par rapport à un point. Si on le calcule par rapport à un autre point, qu'est-ce que ça devient? Alors, voyons. Ah, puis il y a l'énergie cinétique aussi de rotation qu'il faut qu'on prenne. Il faut qu'on fasse. Alors, on va même le faire tout de suite. Hein? Ah oui, oui, j'y viens aussi. Alors, mais d'abord, je vais calculer l'énergie cinétique de rotation. Énergie cinétique de rotation. Donc, j'ai toujours mon corps, on va dire autour d'un axe fixe, ou en tout cas d'un axe qui reste parallèle à lui-même, enfin, même pas, autour d'un axe fixe, si tout ça bouge. On a vu qu'il fallait, ça c'est le théorème de Koenig, quand vous avez un corps en mouvement, vous pouvez, ou un ensemble de corps en mouvement, vous pouvez toujours dire que l'énergie cinétique de l'ensemble, c'est l'énergie cinétique du centre de masse plus l'énergie cinétique du corps dans le référentiel du centre de masse. Ça, c'est toujours vrai. Donc, je vais prendre un axe fixe, delta, et je vais calculer l'énergie cinétique. Donc, comme tout à l'heure, je peux mettre un HI ici, petit mi, bref. Alors, c'est quoi l'énergie cinétique totale du corps? Eh bien, c'est la somme pour tous les points I des 1,5 de MI VI carré. Bon, très bien. Mais si j'ai un corps solide, je sais que VI, ce n'est pas n'importe quoi.
ça obéit justement au champ de vitesse qu'on a vu ce matin. Donc c'est somme sur I des MI, je vais dire VO plus oméga vectoriel VI, pardon, plus oméga vectoriel OMI, excusez-moi, tout ça au carré, c'est-à-dire scalaire lui-même. Je le mets au carré, mais c'est ça que ça veut dire. D'accord ? VI, c'est VO plus oméga vectoriel OMI. Je dis que VM, c'est VO plus oméga vectoriel OM. Oui, non, ça je veux dire. Ouais. On a du VI carré dessus. Ah oui, parce que VI carré, en fait, c'est VI scalaire VI. Donc là, si vous voulez, je peux l'écrire comme ça, scalaire lui-même. Ok ? Quand on met un vecteur au carré, c'est ça que ça veut dire. C'est sa norme au carré, c'est-à-dire c'est lui... Comme VI, qui était un peu comme norme, je ne comprenais pas trop. C'est un vecteur, là C'est un vecteur, mais la norme de VI au carré, maintenant c'est un scalaire, c'est VI scalaire VI, par définition. La norme d'un vecteur au carré, c'est lui-même, scalaire lui-même. Donc je peux mettre un vecteur ou ne pas le mettre, c'est pareil. Non ? Enfin, mais je le mets si vous voulez. Ouais. Il pourrait y avoir une ambiguïté, est-ce que c'est la norme ou est-ce que c'est la valeur algébrique, c'est-à-dire la projection sur un axe, mais vu que je le mets au carré, si c'est moins lui-même, donc peu importe, c'est pour ça que souvent on ne le met pas. Mais vous avez raison, soyons propres, on va mettre le vecteur. Même, il faudrait mettre ça, quoi. Voilà. Ok, c'est ça que vous vouliez, vous l'avez eu, bravo. Ok. Bon, ben, il n'y a plus qu'à calculer ce carré. Alors, somme sur I des 1,5 de MI. Alors, bon, on avait 0 carré. S'il n'y a pas de translation, ça va faire 0. Ben, s'il y a une translation, il y a une translation, qu'à cela ne tienne. Ok. J? G? G. Ah, le point O? Non, mais ce n'est pas forcément le centre de masse. C'est un point O sur l'axe. Non, parce que le centre de masse, même si le centre de masse est sur l'axe, le point O, il peut être n'importe où. Mais de toute façon, c'est la même vitesse, puisque le long de l'axe, c'est une translation. C'est ce qu'on a vu ce matin. Donc n'importe quel point sur l'axe a la même vitesse. Et sinon, il y aurait un stretch ou un... Enfin, ça... Ouais, enfin... Si deux points sur l'axe n'allaient pas à la même vitesse, le corps ne serait pas indéformable. Soit ça se comprimerait, soit ça s'étirerait. Donc deux points sur l'axe ont la même vitesse, par conséquent, peu importe le point que je... Ah oui, d'ailleurs, c'est un... Oui. Il faut que je montre que ça, c'est bien défini. J'y reviens après. Alors, donc, je développe, j'ai ça, plus... Alors, j'ai deux fois le double produit. Donc, plus somme sur I des MI, VO, scalaire, oméga vectoriel OMI, plus somme sur I des MI, des 1,5 de MI fois oméga vectoriel OMI au carré. Yes. Alors, oméga vectoriel OMI, c'est en fait oméga vectoriel OHI plus oméga vectoriel HIMI. Donc tout ça au carré. Et oméga vectoriel OHI, c'est comme tout à l'heure, c'est 0.
Donc ça, en fait, c'est oméga vectoriel HIMI. Alors, oméga vectoriel HIMI, c'est comme tout à l'heure, ça fait RI Uθ fois grand oméga. Ça fait oméga RI Uθ. Yes? Bon, ben alors c'est fini. Parce que ça fait 1/2 de somme sur I des MI V0 carré, le premier terme. Juste, je regroupe tous les MI, c'est le même V0 pour tout le monde. Donc ça, c'est 1/2 de la masse totale fois V0 carré. Bref, c'est l'énergie cinétique de translation du corps, si jamais il se translate suivant l'axe. Il ne se translate pas V0, V0, très bien, qu'à ça tienne. Plus, ça vaut quoi, ça? Vous le sentez que ça va faire 0, parce qu'il ne nous dit rien, ce terme-là. Mais alors, pourquoi il fait 0? Oui, il fait 0. Mais pourquoi il fait 0? Parce que ce truc-là... Parce que ça, voilà, ça, c'est orthogonal à oméga, puisque c'est oméga vectoriel quelque chose. Et V0, il est suivant oméga, c'est un point de l'axe, il peut juste se translater le long de l'axe. Donc ça, c'est orthogonal à V0, ça, c'est orthogonal à l'axe, ça, c'est le long de l'axe, donc tout ça, ça fait 0. Donc finalement, on a ça, plus ce truc-là, et ce truc-là, il fait quoi? Il fait, eh bien, 1/2 de somme sur I des MI RI carré oméga carré. Oh tiens! Somme des MI, c'est la masse totale. Somme des MI et RI carré, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe en question. C'est la somme des masses fois la distance au carré à l'axe. Donc finalement, vous voyez, hein, c'est toujours le même principe. J'écris l'énergie cinétique, c'est la somme des énergies de chaque point, ok, et j'implémente le champ de vitesse spécifique d'un solide, qui est tellement contraint que c'est super simple, et du coup, ben, on le développe, il y a des termes qui font, voilà, et ça donne ça, donc je vais l'écrire ici. Finalement, l'énergie cinétique totale, c'est 1/2 de grand M V0 carré, donc ça peut être 0 ou pas, suivant. Il y a une énergie cinétique de translation, plus un terme qui dépend que de la vitesse angulaire, qui est l'énergie cinétique de rotation, et qui est 1/2 de I, je vais remettre delta ici, parce que le moment d'inertie dépend de l'axe par rapport auquel on le calcule, via le RI carré. C'est vraiment la distance à l'axe, donc ça dépend par rapport à quel axe, fois oméga 2. Donc c'est le même paramètre d'inertie, I, que celui qui intervenait dans le moment cinétique. Mais là, ce n'est pas le moment cinétique, là, c'est l'énergie cinétique. Mais ça ne doit pas nous surprendre si on garde l'analogie avec la translation, avec ce dont on a l'habitude, parce que le paramètre d'inertie qui entre dans la loi de Newton, m dv sur dt égale somme des forces, c'est le même que celui qui entre dans l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv2, avec le même m, la masse inertielle, pas la masse gravitationnelle et pas un autre truc. M dv sur dt égale somme des forces, et l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv2. Et bien là, on a, je ne sais plus où me mettre, on a, donc je vais faire un petit tableau récapitulatif. M dv sur dt égale somme des forces. Ça, c'est équivalent, enfin, c'est le pendant pour un corps solide en rotation, c'est I d de sigma, je mets des petits delta quand même, sur dt égale somme, non pas des forces, mais des moments des forces, toujours par rapport au même axe. Donc ça, c'est le même delta partout, bien sûr. Et on a... Alors, oui, on a... pardon, qu'est-ce que je dis?
ça c'est oméga. Alors, je vais le faire autrement. Excusez-moi. dp sur dt égale d, voilà, ça. Okay. On a P qui vaut mv. On a sigma delta qui vaut I delta oméga. Vitesse, vitesse angulaire. Inertie de masse, moment d'inertie. Et on a EC égale 1,5 de mv2. Et ici, EC égale 1,5 de I delta oméga 2. 1,5 du paramètre d'inertie fois la vitesse au carré. 1,5 du paramètre d'inertie fois la vitesse angulaire au carré. C'est limpide. Enfin, j'espère. OK? Alors, Babar maintenant, Varignon. Ouh là 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 là. OK, la journée a été longue, mais enfin... On ne l'avait jamais faite, celle-là. Hein. J'y avais même jamais pensé. Hein. Alors, je peux effacer? En moins en bas? Non? Oui? Oui? Là? Là? Hop. Bon, ça vous paraît peut-être un peu fastidieux, ces calculs où on introduit des points intermédiaires, etc. Mais enfin, essentiellement, on voit que tous les termes qui ne sont pas les termes standards, ils finissent par valoir 0. C'est bien de l'avoir vu une fois pour de vrai, mais enfin, il valent 0, il valent 0, quoi. On n'y peut rien. Et tant mieux. OK. Alors, donc, on a parlé du moment des forces en un point A comme étant, donc si je fais le moment total des forces en un point A, c'est la somme des A MI vectoriel F qui s'applique sur I, où MI est le point d'application donc des forces MI, et je somme sur tous les points. Peut-être je pourrais le faire pour un point d'abord. Bon, j'allais dire pour un point matériel, mais on peut faire. Alors, je veux regarder comment on passe du moment en un point au calcul du moment en un autre point. Alors, on ne va pas avoir besoin de ça, pas tout de suite en tout cas. Pas tout, non. Ça viendra, ça viendra. Alors, le moment total au point B, eh bien, par définition, c'est la somme sur I des BMI vectoriels des forces qui s'appliquent sur I. En faisant la somme sur tous les points MI, sur toutes les forces, ça donne ça. Bon, ben, je voudrais relier les deux. Ben, c'est facile, il suffit que j'introduise A là-dedans. Donc ça fait somme sur I de BA vectoriel FI plus somme sur I des AMI vectoriel FI. Bah, sauf que BA, là, c'est le même pour tout le monde, donc je peux le sortir de la somme. Et, donc, et puis ça, ce n'est rien d'autre que le moment calculé au point A. Bah, enfin, j'ai une somme d'un truc vectoriel, quelque chose qui change. C'est le truc vectoriel, la somme des choses. Donc finalement, le moment au point B, c'est le moment au point A, plus BA vectoriel R, où R est la somme des forces, c'est ce qu'on appelle la résultante. Résultante des forces, et voilà la relation de Babar, appelée relation de Varignon, à moins que ce soit l'inverse. Oui, c'est totalement trivial. Hein, on a mis A là-dedans, et puis voilà. Et là, on voit bien Babar. Babar. Okay. Voilà. Alors, si ça peut vous aider à ne pas le mettre dans l'autre sens, à ne pas mettre vectoriel, enfin plus AB vectoriel R ou plus R vectoriel BA, c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on dit Babar. Voilà. Relation de Babar.
Alors Varignon, monsieur Varignon, un Français, cocorico, Varignon, je ne connais pas son prénom. Monsieur Varignon. Bon. Donc voilà, si on a. Donc vous voyez bien sûr que le moment des forces dépend du point où ça s'applique. Comment? Comme ça. Et donc là, vous voyez qu'on a un torseur. On a un torseur des moments. Comme ce matin, je vais le mettre là, on avait le torseur des vitesses. Ah ah ah. Et voilà. C'est presque pire. VB égale VA plus BA vectoriel oméga. Ça, c'est le champ de vitesse dans un solide. Et là, on vient de voir que MB égale MA plus BA vectoriel R. Eh bien, pendant qu'on y est, on va faire pareil pour les moments cinétiques. Le moment cinétique dépend du point où on l'applique, où on le calcule, si vous voulez. Eh bien, faisons-le. J'efface ça. Je vais calculer sigma au point B. Sigma au point B, pour je méthode, c'est-à-dire pour un ensemble de points matériels, c'est évidemment vrai pour un seul point matériel, c'est vrai de façon complètement générale, donc je le fais dans le cas général, c'est la somme sur I des BMI vectoriel MIVI, où MI est la masse du point, etc., et VI est la vitesse du point MI, bon. Eh bien, j'introduis 1 là-dedans, et j'obtiens somme sur I des BA vectoriel MIVI plus somme sur I des 1 MI vectoriel MIVI. Bah ça, c'est le moment cinétique total au point A. Quantité de rotation par rapport à A. Et ça, bah, à nouveau, j'ai BA vectoriel, parce que c'est le même BA, vectoriel somme des MIVI. Donc somme des MIVI, c'est la quantité de mouvement total, en fait. C'est grand MVG, si on veut aussi. Mais en tout cas, je peux donc écrire ici que sigma au point B, c'est sigma au point A, plus BA vectoriel, une nouvelle résultante, qui est la somme sur I des MIVI, c'est-à-dire P tot, la quantité de mouvement total. Et voilà les 3 babards. Les vitesses, les moments des forces, les moments cinétiques. Et à chaque fois, c'est une trivialité. Enfin, sauf le premier qui est lié, enfin, qui est la conséquence de la définition du solide, distance entre A et B reste constante, donc équiprojectivité de vitesse, donc ce champ de vitesse, mais tout le reste est juste la conséquence de la définition. Alors, il y a plusieurs commentaires à faire. Oui, plusieurs commentaires. Je peux effacer là? De toute façon, oui. Alors, oui, tiens, plusieurs commentaires, on va les faire en parallèle. Si oméga égale 0, VB égale VA, quel que soit A et B. Ça, à chaque fois, bien sûr, c'est quel que soit A et B. Donc, si oméga vaut 0, en fait, on a une translation. Oui, quelle surprise. Oméga, c'est le vecteur rotation. S'il n'y a pas de vecteur, enfin, si le vecteur rotation est nul, on a une translation. Bon. Mais ça, c'est plus intéressant. Si R égale 0, le moment ne dépend plus du point où on le calcule.
Ça, c'est très intéressant. Ah non, non, non. Et non. Voilà, il peut y avoir des forces dont la somme est nulle. Donc ça ne fera pas bouger le centre de gravité, le centre de masse, mais ça peut faire tourner le corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle un couple. Alors on l'appelle couple parce que le prototype, c'est deux forces. Pour faire une somme des forces qui est nulle, avec quand même des forces, il en faut au moins deux, une qui est l'opposé de l'autre. Et donc typiquement, vous avez un corps comme ça, vous tirez avec F par là, et puis moins F par là, donc la somme des forces vaut 0. Par conséquent, je peux toujours écrire que grand M d de OG sur dt égale somme des forces. C'est-à-dire la résultante, ce R-là. Et donc ça fait 0. Donc le centre de masse ne va pas bouger, mais le corps va tourner. Si vous faites ça, ben on le sait bien. Hein, ça s'appelle un couple, parce qu'il faut au moins deux, mais il peut y en avoir plus. Hein. Si par exemple, typiquement, si vous avez, comment vous entraînez une roue, par exemple votre roue de bicyclette, vous tournez le pédalier, puis ça entraîne la roue, etc. En fait, vous exercez ce qu'on appelle un couple moteur qui le met en mouvement, ou un couple résistant si vous freinez. Vous allez appliquer, par exemple, vous avez, on va dire que vous avez une chaîne comme ça, vous avez le pédalier qui va entraîner une roue, enfin le pignon d'une roue via une chaîne. D'accord ? Voilà. Là, il y a le pédalier. Là. D'accord ? Ça, c'est le pignon de la roue. OK ? Et donc, vous tirez là, vous tirez un peu là, vous tirez un peu là, vous tirez un peu partout. Bon, vous pouvez... Et donc, la somme des forces va être égale à 0, enfin, dans le référentiel de la roue. Sinon, il y aurait... D'accord. La somme des forces... OK. On va être plus raisonnable, voilà. On a un corps ici qu'on peut mettre en mouvement en appliquant des forces un peu partout. Non, elle ne fait pas le tour complet. Non. Elle ne fait pas le tour complet. On va dire que oui. Non, mais la somme... Non, mais si, parce qu'en fait, c'est par rapport au pédalier. Ça fait presque tout cercle, au final, ça te fait un cercle. Ça fait une chaîne tordue. Ça fait dans les deux sens. Donc ça marche. Laissez-moi prendre. Je pense que ça marche. Non, mais justement... attendez. Oui, non, dans le référentiel de la roue, la somme des forces vaut 0 parce que... Non, parce que là et là, OK. Mais là et là... Bah si, monsieur, le dessin que vous aviez fait avant, vous voyez bien, avec le pédalier justement à droite. Eh bien, oui, mais si je m'intéresse à la roue, Bah juste oui, à la roue. C'est l'ensemble. Ah non, mais j'ai droit de considérer comme système physique la roue. Oui, mais du coup, ça marche plus. Bah si, mais en fait, si, c'est que... non. Ah non, mais OK. Non, mais ouais, effectivement, ben, la somme des forces n'est pas nulle dans ce cas-là. Très bien, tout simplement. La somme des forces n'est pas nulle, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'un vélo, ça pèse aussi. Donc, parce que là, la somme des forces suivant cet axe-là, ça, c'est nul. Là, il y a autant là que là. Là, donc, il y a autant vers la droite que vers la gauche. Par contre, là, tout ça, ça décomposante vers le haut. Bah oui, ça décomposante vers le haut. Mais il y a le poids vers le bas, et si vous faites le calcul, ça va se compenser, c'est pas un problème. Alors oui. Ah, ici. Non, j'ai des choses dans la tête, je ne m'en ai pas d'accord. J'allais dire, c'est pas le fait justement que la somme est pas nulle qui fait que le vélo il avance.
Non, 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 parce que la somme n'est pas nulle sur cet axe-là. Non, mais le fait que le vélo avance, c'est parce qu'ici, il y a un frottement au sol. Et donc, vous avez, s'il n'y avait pas de frottement, la roue tournerait par là. Et donc, ça frotterait comme ça. Et donc, il y a une force de frottement qui est par là. Qui pousse le vélo. C'est la force de frottement qui fait avancer le vélo. De même que quand je marche. C'est la force de frottement qui me fait avancer. S'il n'y avait pas de frottement, vous patineriez. Ouais, mais il n'y a pas que ça, parce que le vélo, il a tout le temps une force de frottement dès lors qu'il est posé sur le sol. Or, Ah non? si je pédale pas dessus, Non, 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 je non, pédale non. sur le sol. Non, non, la force de frottement tangentielle, c'est exactement ce qu'on avait vu, est nulle si le vélo n'avance pas, si vous ne cherchez pas à le faire avancer. Quand vous posez un corps sur une table, il n'y a pas de force de frottement tangentielle. Par contre, si je veux aller par là, alors il y a une force qui se manifeste exactement pour empêcher que ça glisse. Jusqu'à ce que ça ne puisse plus l'empêcher, et à ce moment-là, ça glisse quand même. Mais si je ne cherche pas, effectivement, c'est exactement d'ailleurs ce que vous avez dit, s'il y avait une force de frottement par là, alors qu'il est juste posé, ben, il se mettrait à bouger, puisqu'il n'y a rien d'autre en face. Donc la force de frottement, elle s'ajuste pour empêcher que ça glisse. Donc, si vous ne cherchez pas à faire avancer le vélo, c'est-à-dire à faire tourner la roue, c'est plus exactement ça. Si vous ne cherchez pas à faire tourner la roue, bah, il n'y a pas besoin d'empêcher qu'elle tourne, enfin qu'elle glisse. Maintenant, si vous cherchez à la faire tourner, il y a une force là qui va empêcher que ça glisse. Parce que s'il n'y avait pas cette force-là, la roue, elle patinerait, ce point-là de la roue, il irait par là. Donc il y a une force qui se manifeste comme ça, pour empêcher ça, et du coup, cette force, elle s'applique sur le vélo, et donc le vélo avance. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on a l'habitude de dire « Oh, une force de frottement, ça empêche le mouvement ». Non, une force de frottement, ça empêche le glissement. Et ça peut mettre en mouvement justement pour empêcher le glissement. Quand je marche, si je marche sur du verglas, je ne vais pas y arriver parce que justement, il n'y a rien qui empêche que je vais glisser. Mais s'il y a un frottement qui fait que ça ne veut pas glisser, comme moi je pousse, je voudrais que ça glisse vers l'arrière, ça empêche que ça glisse vers l'arrière, et donc ça me pousse vers l'avant. Comme ça ne glisse pas. Oui, oui, c'est fort. Je suis d'accord que ce n'est pas très intuitif, parce qu'on raisonne mal en fait, parce qu'on se dit un frottement ça empêche le mouvement. Non, un frottement ça n'empêche pas le mouvement. Un frottement ça empêche le mouvement relatif, ça empêche le glissement. Mais comme moi je suis en train d'aller par là, enfin bref. Ouais. C'est la roue arrière ou avant du vélo? C'était arrière parce que c'était celle qui était entraînée par la chaîne. Mais si la chaîne, si je tourne la roue avant, il se passe pareil. Ouais. Oui, oui. Ah oui, 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 non, d'accord. Non, non, c'est la force, c'est la roue que j'essaye de faire tourner. Ouais. Ah non, ah non, non. Ah non, c'est propulsé par l'arrière. On pourrait faire tourner la roue à l'avance, avant plutôt que la roue arrière. Bah, pourquoi? Bah, tout simplement. Si on veut aller tout droit, on peut. Mais sinon, on va inventer une chaîne qui tourne en même temps. Voilà. Mais, sauf si on veut aller dans l'autre sens. Bref. Alors, vous avez une question maintenant, du coup. J'ai jamais aimé ce concept de couple. J'ai jamais trop compris. Alors. Parce que ça veut dire pour moi, si on met Très bien. une définition générale sur un couple, c'est la somme des résultants des moments des forces. Non. Alors, la définition générale d'un couple, c'est un ensemble de forces dont la somme est nulle. Un ensemble, il faut que la résultante soit nulle. Oui. À ce moment-là, on parle d'un couple. Et en général, alors justement, dans les exercices, alors soit on vous donne deux forces et vous le calculez, etc. Mais parfois, par exemple, si vous avez un exercice avec, je sais pas, une poulie qui tourne autour d'un axe, et on vous dit, il y a un couple de frottement ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, alors soit on vous dit ça tourne sans frottement. Bon, très bien. Si on vous dit il y a un frottement, en fait, on ne va pas vous donner la valeur de chaque force à chaque endroit. On va vous donner le couple résultant. C'est-à-dire il y a plein de forces, ça frotte un peu partout. L'axe, il n'est pas parfaitement ponctuel, il y a des contacts un peu partout, et il y a des petites forces qui sont... Enfin, bon, ça fait ce que ça fait, mais la somme des forces de contact, c'est sûr que c'est zéro, si l'axe est fixe. Donc la somme des forces fait zéro, néanmoins, il y a une action... C'est pas comme s'il n'y avait pas de force. S'il n'y avait pas de force, il n'y aurait pas d'opposition au fait que ça tourne.
Donc, on va juste vous donner la résultante en tant que couple. On va dire, il y a un couple ici, en général, on les note gamma, les couples. Why not? Gamma? Non, on va vous dire, il y a un couple gamma qui s'exerce là, et la définition du couple, c'est la résultante des moments. Donc ça, c'est le moment par rapport au point O. Alors, si vous êtes sur un axe fixe, vous prenez la projection sur l'axe et vous avez ça. Donc, on va vous dire, si on vous dit, il y a un couple de frottement de la roue autour de son axe qui vaut tant, alors qui vaut tant, donc ça a des dimensions d'un moment, hein, donc c'est des newtons-mètres. Hein, un moment, c'est une force fois une distance, c'est des newtons-mètres. Donc, on va vous dire, voilà le couple. Et là, vous allez écrire simplement l'équation du mouvement. En version rotation, puisque c'est ça dont on parle, vous allez écrire que d de sigma delta sur dt égale somme des moments des forces par rapport à delta, et bien évidemment, ça c'est la relation. Et là, soit vous avez d'autres forces qui au passage, comme par exemple le pédalier qui veut, en plus, qui veut faire tourner, voilà, enfin, soit il y a d'autres forces, soit il n'y en a pas, mais en tout cas, vous allez mettre gamma comme l'un de ces moments-là. Et donc, s'il y a juste, donc vous lancez une roue, d'accord, vous la lancez, avec une certaine quantité de rotation, c'est un certain moment cinétique, moment angulaire initial, de t égale 0 égale sigma 0. Vous dites, j'ai un couple résistant qui vaut gamma. Alors, résistant, ça veut dire que, en fait, ici, ça va être moins gamma 0, le module de gamma. J'arrive tout de suite. Et donc, vous avez sigma delta qui vaut, eh bien, sigma 0 moins gamma 0, t. Question, au bout de combien de temps il s'arrête? Eh bien, au bout de sigma 0 sur gamma 0. Comment ne pas se planter Dans l'orientation? Alors, si les moteurs ils tendent à augmenter le moment cinétique, s'il est résistant, il tend à... Il y a une convention dans l'écriture du gamma où on peut très bien nous donner orienté ou non orienté. Par exemple, si on vous dit il y a un couple résistant de temps, d'ailleurs, son orientation va dépendre du... Ben, non, mais va aussi dépendre du moment cinétique lui-même. Par exemple, une roue, vous la faites tourner par là, le couple résistant, il tend à... Donc, il va être orienté comme ça, il tend à la faire tourner dans l'autre sens. Si vous la faites tourner dans l'autre sens, le couple résistant, il va s'y opposer, exactement comme une force de frottement. Si je tire par là, c'est par là. Si je tire... Donc, on vous dit, il y a une force de frottement. Et là, on vous dit, il y a un couple résistant. Et donc, il s'adapte. Et d'ailleurs, si la roue ne tourne pas, une fois que vous avez obtenu sigma delta égale 0, c'est fini, hein, ça ne continue pas en négatif. La roue ne va pas repartir dans l'autre sens. S'il est résistant, il est résistant. Une fois que c'est 0, c'est-à-dire, le couple résistant comme une force de frottement, ça s'oppose à la rotation. S'il n'y en a pas, ben, ça ne fait rien. Ça ne va pas la mettre en marche. CER, c'est ça? Aïe. Attendez, non, juste la dernière. Non, mais la dernière, on est obligé. Parce qu'on a fait les deux, on est obligé. Alors, si P tot égale 0, d'accord, sigma B égale sigma 1, et ça, et je m'arrête là, ça veut dire que, dans le référentiel du centre de masse, je vais noter R étoile, le moment cinétique ne dépend pas du point où on l'applique. est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne définition du solide? Parce que ça fait beaucoup penser à... Quand on voit ça, du coup, on comprend que le point... Non. Peut-être que oui, j'ai juste pas compris. Non, c'est qu'en fait, quand je vois sigma B égale sigma, c'était penser très vite à dB et dBA, où pareil, avec la notion de vitesse, si elles sont dans le même sens, du coup, les deux moments sont dans le même sens. Non. Non, parce que ça, ce n'est pas des moments. En fait, c'est assez étrange. C'est que la quantité de rotation dépend du point par rapport auquel on tourne, sauf dans le référentiel du centre de masse. Sauf si P tot égale 0, ben, on le voit là. Hein. Donc il faut se méfier aussi avec l'intuition parfois. En tout cas, dans le référentiel du centre de masse, le moment cinétique ne dépend pas du point où ça s'applique, et du coup, souvent, on le note sigma étoile, sans préciser par rapport à quoi. Et ça, c'est très sympathique, parce que du coup, dans le référentiel du centre de masse, vous avez d de sigma sur dt qui est égal à la somme des forces.
enfin, pardon, somme des moments des forces. Mais vous pouvez prendre n'importe quel point ici, ce sera toujours le même moment là. Donc vous vous mettez là où ça vous arrange. Enfin, de manière générale, vous mettez où ça vous arrange. Mais le moment cinétique ne dépend pas du point par rapport auquel vous le calculez. Donc vous pouvez le calculer par rapport au point G, par exemple, et c'est bon. Oui? Je rebondis sur la question. Ouais. Du coup, est-ce qu'une autre définition du solide, ça peut pas être oméga B égale oméga A? Oméga vecteur rotation? Oméga le vecteur rotation. Oui, mais vous ne pouvez pas définir le vecteur rotation si vous n'avez pas déjà un solide. Le vecteur rotation, en fait, il est défini par ce champ de vitesse. Sinon, c'est quoi le vecteur rotation? Le vecteur rotation, c'est justement... C'est ça, sa définition, en fait. C'est la résultante du torseur des vitesses. C'est que vous avez un champ de vitesse qui n'est pas n'importe quoi, qui s'écrit comme ça, avec un certain oméga. Et effectivement, ce oméga ne dépend pas du point, de même que la résultante des forces ne dépend pas du point, c'est la somme des forces. Et la quantité de mouvement total, ça ne dépend pas du point, c'est la quantité de mouvement total du système. Elle est ce qu'elle est. Donc vous avez un vecteur et une vitesse, ça vous donne tout le champ de vitesse. Vous avez un vecteur et un moment, ça vous donne les moments par rapport à tous les points. Vous avez une quantité de mouvement, enfin, un vecteur, la quantité de mouvement total, et un moment cinétique. Vous avez le moment cinétique par rapport à n'importe quel point. Donc, connaissant ces lois, ces relations de Babar, ces relations de Varignon, vous pouvez choisir le point qui vous arrange pour appliquer le théorème du moment cinétique, enfin tous les théorèmes que vous voulez. OK? Varignon, c'est laquelle Je pense que c'est ces deux-là, mais c'est plutôt celle-là. Enfin, je crois que c'est initialement celle-là, mais je ne serais pas surpris que celle-là s'appelle aussi relation de Varignon. En tout cas, si vous l'appelez aussi Varignon, c'est pas gênant. En fait, c'est les propriétés, enfin, c'est la structure d'un torseur mathématique, mais on ne va pas rentrer dans les super détails. Mais je crois que c'est celle-là. Enfin, oui. Mais tapez Varignon sur Wikipédia, vous aurez son prénom en plus. C'est pas ça. Que j'ai oublié. C'est Babar. C'est Célestin? Non. On s'arrête alors? Ouais, je crois aussi. Hein. On se voit demain? Ah si, à 13h45. Pierre Varignon. Ça sonne bien.